Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de David Graeber, Bullshit Jobs. À la radio. C'est un très bon livre qui est issu d'une... en fait, c'est une expansion d'un article du même nom, traduit en mauvais français par les jobs à la con. Vous avez sûrement déjà entendu parler du concept, mais vous avez aussi peut-être une conception fausse de celui-ci. Un bullshit jobs, un job à la con, c'est pas forcément tous les jobs de manager, de directeur. Le président de la République n'a pas un bullshit jobs, par exemple, probablement. Un bullshit jobs, la définition que donne David Graeber, c'est la suivante, c'est un job dont l'occupant, dont l'employé, lui-même considère que s'il ne le faisait pas, eh bien la société se porterait tout aussi bien. Ça ne changerait rien. C'est ça un bullshit job. C'est-à-dire que c'est tellement un job inutile que même celui qui le fait ne peut pas dire à quoi ça sert. Donc c'est pas la division aussi simple que certains peuvent avoir en tête, qui est voilà, l'idée que si vous faites un travail avec vos mains qui est physique, concret, bah là tout d'un coup vous faites un job utile à la société, et sinon c'est pas le cas. C'est pas là une division entre job intellectuel et job physique, pas du tout. Ni entre job mal payé et job bien payé. C'est simplement un job dans lequel où l'occupant lui-même est capable de dire que ça ne sert à rien, que ça n'est pas utile à la société. Ce qui est encore différent aussi des jobs qui sont vraiment nuisibles à la société. On parle vraiment des gens qui savent qu'ils pourraient ne pas travailler, ça se passerait tout aussi bien, le monde se porterait bien. Et ces bullshit jobs sont intéressants parce qu'ils démontrent l'inefficacité de notre système économique. Et on se trouve à faire n'importe quoi, à faire des tâches tout à fait absurdes. Vous avez un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser, parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous avez des designers qui vont imaginer une façon d'installer un bain tourbillon dans un jet pour un oligarque qui a les moyens de se le payer. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Des sociologues qui font des recherches sur le public des casinos parce que le bailleur de fonds vient de cet horizon-là. Et donc, on est face à un monde qui, je reviens sur l'expression, qui nous condamne à la médiocrité. C'est-à-dire à une absence de réflexion sur le sens même de ce qu'on fait. Il y a une distinction que les gens font souvent, effectivement, entre les travaux plus manuels et les travaux plus abstraits, intellectuels. Et l'idée, en fait, que les premiers auraient plus de sens que les autres, qu'on y trouverait plus de signification, m'a jamais parlé, j'ai jamais trop compris ça, en fait. Ça me semble assez absurde. Alors, effectivement, si tu es dessinateur ou ébéniste, ou je sais pas, que tu fais quelque chose comme ça peut sembler avoir du sens si tu es vraiment artisan, boulanger par exemple. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça, les travaux manuels. Moi par exemple, à un moment, je pliais des t-shirts toute la journée. J'ai fait ça quelques mois, j'ai travaillé 2 fois en usine, une autre fois je rangeais des cartons, je faisais des soudures. Et j'ai fait après ça d'autres métiers un peu plus abstraits. Et j'avais pas un plus fort sentiment de sens et de signification dans mon activité quand je faisais des choses concrètes avec mes mains, loin de là. C'est difficile de trouver du sens profond dans le fait de ranger juste des t-shirts et des objets, de lancer des cartons, c'est pas... C'est dur d'y trouver du sens, c'est pas parce que c'est manuel que tout d'un coup c'est quelque chose d'incroyable, et la notion de bullshit jobs, elle sert pas à différencier ces deux types de travail. Je dirais que l'avantage qu'on a à la limite quand on a un travail plus manuel, plus concret, c'est qu'on peut être un peu aveugle au non-sens de ce qu'on fait. On peut toujours se dire que ça sert à quelque chose dont on n'a pas conscience, alors que quand on a un poste un petit peu plus haut, qu'on sait à quel client on a affaire, pour qui on travaille, on a conscience qu'on ne remplit pas un vrai besoin, mais plutôt des désirs superflus, peut-être qu'on fait un produit qui de toute façon va pas se vendre, qui sert à rien, qui en tout cas va pas rendre quelqu'un heureux, alors que quand on est un peu plus bas dans la création, dans la production, plus dans le concret, on sait pas forcément pour qui est-ce qu'on fait ce que l'on fait, donc on peut davantage s'illusionner sur le pourquoi. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet, reprenons le livre. Les gens qui font ce genre de travail, en fait, sont très nombreux. Les gens qui sont pas capables de dire à quoi vraiment sert leur travail, et en quoi ils sont nécessaires à la société,
sont rares. Il suffit de sortir un peu pour le voir. Si vous parlez avec des gens, la plupart des gens ne font pas un travail du genre médecin, facteur, infirmier ou quelque chose comme ça, dont on comprend très très vite l'utilité. La plupart des gens font un travail, on se dit, mais finalement s'ils ne le faisaient pas, à quoi ça sert? Est-ce que finalement on pourrait pas les zapper? Tu vois, est-ce que ils peuvent travailler pour une grosse boîte, et est-ce que dans cette grosse boîte, est-ce qu'elle a vraiment besoin de cette personne-là? Est-ce que ça se passerait si mal si elle n'était pas là? Tu vois, je pense notamment, vous savez, chez Google, Facebook, chez les grosses startups comme ça, souvent on va employer des gens très talentueux, très intelligents, et on va les payer très cher juste pour qu'ils ne passent pas à la concurrence. Et on sait très bien qu'ils vont pas faire grand-chose de leur journée parce qu'on n'a rien à leur donner, mais au moins on est sûr que c'est pas le concurrent qui va les avoir. Ça, c'est un exemple de bullshit job, ce qu'on peut produire avec des gens très talentueux en fait. Et même quand on est une grosse boîte censée être ultra optimale, ultra efficace, comme Google par exemple. Et David Graeber en fait parle de tous ces jobs inefficaces, de toute cette organisation inefficace de la société, parce que on vit dans une idéologie où on est censé croire qu'on vit dans le système le plus efficace possible. On est censé croire que le système capitaliste, donc, et du marché libre organise les forces de travail de la manière la plus efficace possible. David Graeber dit que dans une société où quasiment la plupart des gens considèrent que leur job ne sert à rien, c'est quand même difficile de faire croire ça. Et c'est là que le livre est intéressant. Vous avez sûrement déjà entendu plein de critiques du capitalisme, du système économique dans lequel on vit. Le problème, c'est que ces critiques toujours viennent d'une position morale et d'une position idéologique extérieure. Le capitalisme, c'est mal parce qu'il y a des inégalités, c'est mal parce que c'est pas normal qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres et qui gagnent moins d'argent, etc., etc. Le problème, c'est que ce sont des critiques qui partent d'un positionnement moral, et il suffit d'avoir un positionnement moral différent, capitaliste, pour n'avoir rien à faire de ces critiques-là. Ce qui est original et pertinent chez David Graeber, c'est qu'il part du point de vue capitaliste, en fait, pour le critiquer. C'est selon les valeurs capitalistes qu'il critique le capitalisme. Et en particulier, à partir du point de vue de l'efficacité, de la capacité d'adaptation du marché, et de l'offre et de la demande. Il y a énormément d'inefficacité en fait dans le marché, énormément de retard et d'erreurs de marché. Les inefficacités, elles sont nombreuses. Vous pouvez regarder votre clavier d'ordinateur, c'est le clavier d'une machine à écrire. Et le clavier d'une machine à écrire, il est pensé pour être le plus lent possible. Le problème, c'est que quand on a atteint un monopole d'utilisation, comme celui des claviers d'ordinateur, eh bien, il y a peu de chances qu'un jour on dépasse la masse critique pour arriver à un type de clavier, d'organisation des lettres sur le clavier, qui soit plus efficace. Il y a des réflexions aussi comme ça sur plein de domaines, en matière d'énergie nucléaire, en matière d'utilisation de la vapeur pour les moteurs. Il y a plein de domaines dans lesquels il y a pu y avoir des sous-optimisations dont on n'a même pas conscience. Tout simplement parce qu'il y a le système capitaliste souvent nous amène une première solution qui va prendre un monopole sur les utilisateurs, sur les clients, dans le marché, et qui va être très difficile de remettre en cause. Et en fait, toute la théorie des capitalistes en général, des gens libéraux, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que les monopoles à l'intérieur d'un système capitaliste sont extrêmement fragiles et qui peuvent être remis en cause. Et que s'ils sont stables, si une boîte arrive à avoir un monopole stable, et c'est gênant un monopole selon les libéraux et les capitalistes parce que ça permet à une boîte de faire n'importe quoi. Ça permet à une boîte de... Par exemple, imaginons que Amazon ait le monopole sur tous les produits qu'on peut acheter, et qu'il n'y a plus de supermarché, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que va faire Amazon à partir de ce moment-là? Si Amazon a ce genre de monopole, évidemment ils vont augmenter les prix. Et puis on n'aura pas le choix en fait, s'il n'y a plus de supermarché. Et dans tous les domaines, en fait, s'il y a un monopole, par exemple Facebook, si c'est le monopole de tous les réseaux sociaux, évidemment, ils vont pas se gêner sur nos données privées, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire sinon? On va juste arrêter d'utiliser Internet. Il y a peu de chances que ça arrive.
Et donc les monopoles, tout le monde comprend que c'est mauvais, capitaliste ou anticapitaliste. Alors ce que disent les capitalistes et les libéraux généralement, c'est que de toute façon ils sont très très fragiles quand il n'y a pas d'État. Il y a une phrase, c'est que le seul monopole durable qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était... En fait il y en a eu une industrie de mines de diamants en Afrique du Sud, je crois. Alors je veux dire, je parle des monopoles indépendants de l'État. Tous les autres monopoles qu'il y aurait eu dans l'histoire de l'humanité auraient été en fait le résultat d'une intervention étatique. Et en fait, là, c'est pas des choses dont il est question dans le livre, c'est juste des réflexions que je vous partage. Mais là, ce que dit David Graeber, et qui est vraiment intéressant par rapport à cet argument, et qui est encore une fois une critique interne du capitalisme, c'est que les capitalistes n'acceptent aucune critique du système capitaliste parce qu'ils considèrent toujours que les problèmes viennent de l'impureté du capitalisme. S'il y a des problèmes de monopole, si Facebook fait n'importe quoi avec vos données, si Amazon fait n'importe quoi avec vos données, si toutes les grosses boîtes du monde vous arnaquent, c'est parce que on n'est pas dans un capitalisme pur, avec une pure concurrence, qui les oblige à faire le maximum pour satisfaire vos besoins de clients. Et en fait, ce que dit David Graeber, c'est que cette défense des capitalistes est très proche de la défense des communistes. Par exemple, si vous attaquez le communisme en parlant de l'URSS, ou d'expérience en Amérique latine, ce que vous répondent toujours les communistes, c'est non mais ça ne compte pas parce que c'est pas vraiment le communisme, c'est pas du vrai marxisme, c'est des méchants qui ne croient pas vraiment au communisme. Ce qui d'ailleurs est faux, ce qui d'ailleurs est techniquement faux parce que on a accès maintenant qu'il y a eu une libération, j'ai plus le mot, comment on dit déprivatisation, désécrétisation, je sais pas. En tout cas, on a maintenant accès à des données du KGB, de l'ex-URSS, et on a accès à des conversations privées de leaders soviétiques, et on sait qu'en privé, ils n'avaient pas un discours différent. Ils n'avaient pas un discours capitaliste, ils n'avaient pas un discours... ils avaient juste un discours communiste, en fait. Ils croyaient vraiment, d'après ce qu'on sait de leurs discussions privées, d'après des écoutes, d'après des choses qui ont été déclassifiées, voilà, j'ai retrouvé le mot, eh bien on sait que ces gens-là, ces communistes de l'Union soviétique, n'étaient pas des méchants menteurs, manipulateurs, qui ne croyaient pas aux communistes. Ils croyaient vraiment au communisme. C'est un autre bouquin dont je vous parlerai peut-être plus tard. The revelation of the Communist Archives, the secret of the Communist Archives, is that behind closed doors, they spoke the same way to each other when nobody else was listening as they spoke in their public propaganda. It turns out the secret archives have shown that the communists behind closed doors were communists. That's the big revelation. Pour revenir sur David Graeber, ce qu'il dit, c'est que de la même manière que les communistes passent leur temps à expliquer que non, mais votre critique du communisme ne marche pas parce que il n'y a pas eu de vrai communisme, le vrai communisme n'a pas encore existé, il a toujours été impur, de la même manière, en fait, les capitalistes font la même chose. Quand on les critique sur des choses concrètes, sur les problèmes qui sont liés au monopole qui apparaissent naturellement dans un marché libre, et les abus que ça implique, eh bien ce qu'ils répondent c'est non, mais c'est pas le capitalisme le problème, c'est pas le marché libre le problème, parce qu'en fait c'est pas le vrai capitalisme qu'on a actuellement. Donc en fait, ils défendent un truc qui n'existe pas. Les libéraux, les capitalistes, les défenseurs du marché libre défendent un truc qui n'existe pas, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a toujours eu un peu d'État, il y a toujours eu une influence du marché, il y a eu toujours un rapport entre les grands monopoles économiques et l'État, et du coup c'est une position extrêmement confortable pour les capitalistes de défendre le capitalisme, puisque selon eux il n'a jamais existé. Et ils ne défendent pas le système actuel selon eux. Tout comme les communistes ne défendent pas un système réel, mais un truc imaginaire, un truc idéal. Dans le cadre du capitalisme, en fait, ces problèmes de sous-optimisation, d'inefficacité du marché, ils vous sont évidents. Si vous avez déjà essayé de supprimer votre compte sur Amazon, par exemple, c'est évident qu'Amazon n'est pas une boîte qui fait tout dans votre intérêt personnel. C'est compliqué de supprimer son compte. Si vous vous intéressez à la gestion des données privées par Facebook, c'est évident que Facebook ne fait pas le maximum pour servir vos intérêts, et le maximum pour que jamais il y ait un concurrent qui prenne sa place et qui soit plus respectueux au niveau de vos données privées.
Si vous avez un iPhone et que vous êtes abonné en payant à des applications et que vous avez déjà essayé d'abroger votre abonnement et de plus payer, vous savez que c'est pas optimisé pour que vous le fassiez facilement et naturellement. C'est optimisé pour que vous le fassiez le plus difficilement possible et que vous payiez le maximum. Et ces sous-optimisations, qui sont censées être l'apanage des grandes bureaucraties, des boîtes d'État, des produits par les fonctionnaires, je sais pas quoi, en fait, cette sous-optimisation, elle est générale. Et elle est omniprésente dans tous les monopoles qui existent à l'intérieur des systèmes capitalistes. Alors là, les capitalistes vont dire, encore une fois, non, mais ça compte pas, puisqu'on vit pas vraiment encore dans un système capitaliste. Nous, ce en quoi on croit, c'est un idéal. Bref. Et c'est là que la critique de David Graeber est vraiment intéressante, parce que moi, c'est la première critique que j'ai entendue qui ne soit pas extérieure, qui est en fait interne, et qui reprend les arguments libéraux, mais contre le système lui-même. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est ça qui est vraiment original. Parce que ce qu'il nous dit en fait à travers Bullshit Job, là je me suis un peu écarté en parlant de sujets un peu plus généraux, dans lequel s'inscrit le livre. Mais ce que nous dit en fait Bullshit Job, c'est qu'on vit dans un système incroyablement inefficace, où la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas, pensent que ce qu'ils font est inutile. Et on nous dit que ça c'est le meilleur système possible, c'est le système le plus efficace, c'est le système le mieux foutu possible. Alors qu'en plus tout le monde n'a même pas de travail, tout le monde, il y a des problèmes de chômage et tout le monde ne trouve pas de travail, et en plus les gens qui travaillent n'ont même pas forcément l'impression que ce qu'ils font est très utile. Et ce que dit David Graeber, la théorie de David Graeber, c'est que si on avait voulu fabriquer de toutes pièces un système dans lequel il y a le plus de travail possible, ou en tout cas où 80-90% des gens ont un travail, pour qu'il ne soit pas oisif, mais qu'en même temps il y a un minimum de concurrence et d'insécurité économique. Si on avait voulu dessiner ça, si on avait voulu designer ça, l'inventer, eh bien on aurait fait le système actuel avec des grands monopoles, avec des grandes boîtes dans lesquelles il y a très peu de... en anglais on dit accountability, je dirais comptabilité personnelle, où il y a peu de responsabilité personnelle, où c'est difficile de savoir qui fait quoi et qui enrichit, qui est utile à la boîte, et où beaucoup de gens vont être employés de manière inutile. Si vous demandez autour de vous, ça dépend quel âge vous avez, mais si vous êtes un peu plus vieux, que vous avez beaucoup de gens qui travaillent autour de vous, sinon essayez d'en rencontrer, c'est extrêmement courant les gens qui passent des heures au travail de manière inutile, qui dorment discrètement, secrètement dans les toilettes de leur boulot, qui sentent qu'ils sont pas seulement remplaçables, quoi, qu'ils pourraient arrêter de faire ce qu'ils font, et ils ne savent pas vraiment ce qui se passerait si c'était le cas, et ça se passerait en fait sûrement bien, en tout cas pour la société en général. Et puis il y a même des boîtes inutiles, en fait, si vous avez un peu travaillé dans votre vie, enfin, vous pouvez vous retrouver dans des boîtes qui sont littéralement inutiles. Il y a des boîtes qui sont artificielles, qui sont des cadeaux, qui sont créés, qui sont entièrement financés par une ou deux personnes, qui sont des échecs prévisibles d'un point de vue économique, mais qui existent uniquement pour donner l'impression à une personne qu'elle est entrepreneuse. Ça peut être si vous pensez au monde des startups et de l'investissement, la plupart des investisseurs ont une stratégie qui est d'investir dans beaucoup de startups qui ont l'air bien, mais qui en fait sont pas... Mais en fait, d'investir dans un grand nombre de startups en sachant que seulement une minorité va marcher, en acceptant que la majorité ne marche pas. C'est une inefficacité qu'on accepte. Et puis quand on s'intéresse un peu à ce monde-là, on sait à quel point c'est inefficace ce système-là, à quel point ce système peut être un peu pourri, parce que souvent, le pitch, la manière de pitcher des entrepreneurs, des startups, c'est d'apprendre à placer des mots-clés, en fait. C'est un métier à part entière. C'est pas de faire une bonne boîte qui marche bien, avec un bon produit pour les clients, c'est de parler d'intelligence artificielle, de cloud, récemment c'était les IPO, les blockchains, etc. C'est balancer des mots comme ça, en fait, pour convaincre et avoir un maximum d'argent. Et en fait, ça, c'est censé être le système le plus efficace possible, c'est le système de la mécanique la mieux huilée, on est dans ce système-là qui est censé être ultra optimisé. Et en fait, ce que nous dit David Graeber, c'est une critique du capitalisme en tant que système ultra bureaucratique, en tant que système ultra lent, en tant que système super inefficace.
En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de société dans l'histoire humaine où les gens ont passé plus de temps à remplir des formulaires. Mais on n'y pense plus comme vivant dans une société bureaucratique, parce qu'on ne peut plus imaginer quoi que ce soit de différent. Et ça, c'est une critique originale. Voilà, que je trouve intéressante, que je voulais partager avec vous. Et je vous invite à lire le bouquin. En particulier si vous avez aimé l'article original, et si vous voulez un petit peu creuser cette question, c'est plus un livre socio-politique qu'un livre utile et pratique individuellement. Mais si vous posez des questions sur votre propre job, ou si vous avez déjà travaillé dans un truc où vous vous dites que finalement vous servez à rien, ce qui est mon cas, moi j'ai déjà eu cette expérience-là, et c'est normal en fait de se sentir mal là-dedans. Souvent, ce qui nous fait nous sentir mal dans un travail, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'heures de travail, c'est pas forcément de travailler trop dur, etc. Souvent ces choses-là deviennent tout à fait acceptables quand ce qu'on fait a du sens. Le problème, c'est que la plupart des gens, aujourd'hui, ont du mal avec leur travail parce que ça n'a pas de sens, parce qu'ils n'y trouvent pas de sens. Mais ils n'y trouvent pas de sens parce que ça n'a vraiment pas de sens, parce que vraiment, ce qu'ils font ne sert à rien. Vraiment, ils pourraient faire autre chose et le monde se porterait très bien. Et c'est tout à fait normal de pas supporter ça. C'est tout à fait normal de pas être travailleur, de pas être capable d'être très concentré, de pas avoir le sens de l'effort quand c'est ça, votre travail. Quand vous-même, vous n'êtes pas capable de dire « si je le faisais pas, le monde se porterait un peu plus mal ». Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis on se retrouve bientôt pour un autre résumé. Si vous avez apprécié cette lecture, vous pouvez trouver le bouquin dans la description, le lien, c'est un lien affilié. Bullshit Jobs de David Graeber. Si vous voulez soutenir le podcast, qui est encore une fois sponsorisé par moi-même, vous pouvez, c'est-à-dire pas sponsorisé du tout quoi, vous pouvez aller sur le site 99livres.com, le lien est encore dans la description, en dessous, peu importe le site où vous êtes, il est quelque part pas loin, a priori le lien, 99livres.com, j'y résume 99 bouquins, les meilleurs livres pour l'entrepreneuriat, on a déjà plus de 52 disponibles et un nouveau par semaine. C'est des résumés audio, des podcasts un peu comme celui-ci, avec ma voix. Et je vous partage mes résumés, mes conseils, les choses que j'ai un peu apprises et que je vais appliquer de ces bouquins. Et en plus de ça, si vous achetez ce programme, c'est pas un abonnement, donc c'est un abonnement à vie. Ensuite, vous gardez les audios pour toute votre vie, que vous pouvez lire en ligne ou hors ligne. Et en plus de ça, vous avez le droit à un entretien bonus audio de 30 minutes au moins avec moi, pour parler de vos projets entrepreneuriaux par exemple, ou de création de contenu, de médias sur internet. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!